Alors, ce premier atelier est dédié clairement, et là nous sommes dans le vif du sujet, à la façon dont les avocats pourraient intervenir en faveur des institutions européennes. Et ce point a été, je pense, parfaitement situé, contextualisé. À cet égard, nous avons d'abord le plaisir et l'honneur d'accueillir M. Gérard Laprat, donc directeur des droits et citoyens et affaires constitutionnelles auprès du Parlement européen, qui traitera plus spécifiquement, avec son regard précis et très professionnel, des appels d'offres, avec également notre excellent confrère Yves Burla, qui, est avocat au barreau de Mons et de Paris. Nous aurons également, je pense, le plaisir d'accueillir Madame Paraskevi-Michou, directrice de la justice civile au sein de la Direction générale justice de la Commission. Comme vous le voyez, nous sommes en excellente compagnie. Bon, pour ma part, j'ai le modeste privilège de présenter le Vadmecum, qui a clairement pour objet de traiter de façon à la fois complète, en tout cas c'est l'espérance, et concrète, les thématiques de réponse aux appels d'offres et aux appels à propositions tels qu'engagés par les institutions européennes. Alors, d'emblée, lorsque le président Forer, parce qu'à tout seigneur, tout honneur, a évoqué le principe de l'édition d'un Vadmecum, je dirais que j'étais très enthousiaste, tant il apparaît que les besoins, à la fois de connaissances et de partage pratique, sont importants, non seulement d'ailleurs pour les opérateurs économiques, lato sensu, mais également pour beaucoup de nos confrères. Donc, je pense que dans ce principe, le Vadmecum répond à cet objectif. Alors, très simplement, nous avons à rappeler, puisque le document lui-même est un applicatif, à rappeler, d'une part, le régime général de la commande publique, de façon synthétique, et d'autre part, de rappeler comment ce régime juridique général de la commande publique s'applique plus exactement aux services juridiques et plus précisément encore aux avocats. Au titre du premier point, et très brièvement, nous devons noter que le régime juridique de la commande publique est commun aux services, aux travaux et aux fournitures. Première observation, cette démarche qui a pour avantage d'unifier les régimes, puisque cela a été l'objet des précédentes directives, a tout de même pour inconvénient, a priori, de banaliser le rôle du service juridique, ou la fonction du service juridique, et, de façon encore plus générale, la fonction de prestation intellectuelle. Cela a évidemment un effet très concret, c'est que la logique du droit de la commande publique est une logique de contrat d'adhésion. Lorsque, en revanche, les sujets que nous sommes appelés à traiter supposent, à tout le moins, des itérations entre le pouvoir prescripteur et le prestataire, je mettrai ce mot entre guillemets, mais il a une valeur générique. Donc, pour ce régime général, nous avons deux points essentiels à rappeler, à savoir, en termes de principe, toutes les commandes publiques des institutions européennes sont soumises à deux principes très simples à énoncer. Le principe d'égalité, d'une part, le principe de transparence, d'autre part. Ensuite, ces deux principes sont déclinés selon les deux formes principales qui nous réunissent aujourd'hui, celle des appels d'offres, qui participent d'une logique de marché public, au sens générique du terme, et d'autre part, d'une logique d'appel à proposition. Très simplement, l'appel d'offres consiste à ce que le pouvoir adjudicateur, en l'espèce les institutions européennes, demande à des prestataires d'intervenir pour satisfaire leurs besoins, lorsqu'en revanche, l'appel à proposition procède d'une logique
qui est celle du programme et du projet. Autrement posé, les institutions européennes fixent un programme et ensuite les prestataires élaborent un projet, sachant que nous sommes, sur ce dernier point, dans une logique non plus de prix, à l'inverse du premier, mais dans une logique de subvention avec une sorte de cofinancement public-privé ou public-public-privé. Voilà pour l'essentiel, sachant ensuite, et ce point est à noter, que les procédures qui sont déclinées à cet effet sont essentiellement celles de l'appel d'offres ouvert, le terme là est générique, de l'appel d'offres restreint et ensuite de la procédure négociée. Bon, l'appel d'offres ouvert, par définition, permet à tous les candidats qui sont retenus de présenter à la fois une candidature et une offre. L'appel d'offres restreint introduit un degré de sélection des prestataires appelés à remettre une offre in fine. Et puis ensuite, la procédure négociée qui, je dois le rappeler, en vertu des règlements financiers, du règlement délégué, tout cela figure dans le VADMECUM, est la procédure qui est plutôt préconisée en matière de services juridiques. Ce point est à noter, puisque nous observons que fréquemment, les procédures sont faites plutôt sous le régime de l'appel d'offres ouvert, plus rarement sur celui de l'appel d'offres restreint, et qu'en revanche, la procédure négociée, tout en respectant les principes d'égalité et de transparence que nous avons énoncés tout à l'heure, est une procédure qui permet un meilleur dialogue, une meilleure itération entre le pouvoir adjudicateur, quel qu'il soit, et les prestataires pressentis. Pour être complet, mais très brièvement, nous disposons également d'autres procédures qui sont celles du concours, qui sont celles du dialogue compétitif, et je pense que là aussi, nous avons des pistes importantes pour peut-être proposer d'y recourir plus largement dans la mesure où, conformément à ce que j'indiquais tout à l'heure, cela permet une meilleure itération, une meilleure approche, un meilleur dialogue entre les parties. Voilà pour ce qui concerne le cadre général qui sera décliné donc en termes d'appel d'offres, stricto sensu, vous l'avez compris, donc toutes les procédures formalisées relevant des marchés publics, et ensuite d'appel à proposition. Alors, en deuxième volet, le régime juridique propre de la commande publique, propre aux avocats ou applicable aux avocats. Alors, tout d'abord, évidemment, je crois qu'ici, je ne vous apprendrai rien, toute une série de principes déontologiques sont fixés, sont repris par nos textes à l'échelle européenne, et ces principes déontologiques, que je ne me permettrai pas ce matin de rappeler, eh bien sûr, nous sont applicables à l'ensemble des avocats européens. Premier point. Deuxième point, il faut bien voir que le régime juridique de la commande publique applicable aux avocats, y incluant bien sûr les institutions européennes, a connu des variations. Très simplement, avant 1992, le principe de liberté de choix par le pouvoir adjudicateur d'un avocat était total. La directive 2004-18 du 31 mars 2004 a introduit pour la première fois un dispositif incluant les services juridiques, pas spécifiquement les avocats, mais les services juridiques, dans le champ de la commande publique. Au demeurant, soyons très simples, les mesures qui ont été fixées par cette directive sont très souples, puisqu'elles comprennent d'une part la nécessité de faire référence à des normes lorsqu'elles existent. Pour être très concret, le fait d'être inscrit à un barreau relevant d'un des États de l'Union est suffisant à y satisfaire. Et deuxième point, de publier un avis d'attribution ex post, et encore de façon conditionnelle, sous condition de seuil. C'est-à-dire, en gros, d'identifier, de publier le titulaire du marché après son attribution. Alors, cette directive introduit aussi une distinction qui me paraît importante. Elle introduit une distinction entre la notion de service juridique, de service de conseil juridique, et, d'autre part, de service de représentation légale. Alors, cette distinction, évidemment, retient toute notre attention,
tant il est parfois difficile de les distinguer dans les sollicitations qui sont faites en termes de services juridiques à destination des avocats. Il est à signaler, et c'est un point important parce que je crois qu'il met une sorte d'illustration très concrète des propos éminents précédents, c'est que la Commission, par une directive du 20 décembre 2011, a proposé de supprimer ce régime allégé de passation des services juridiques. C'est un point très important puisque, en substance, le régime allégé ménagé par la directive de 2004 aurait été entièrement supprimé. Le débat donc a été très important à ce titre, puisqu'il s'agissait de savoir si la fonction de l'avocat pouvait être banalisée ou si, au contraire, elle devait être maintenue dans son champ qu'il me soit permis de qualifier d'irréductible spécificité. Alors c'est un exemple très concret, puisque là, d'abord, Madame le bâtonnier du barreau de Paris, Monsieur le président du Conseil national des barreaux, Monsieur le président de la conférence des bâtonniers, l'indispensable concours de Jean-Jacques Fauré en sa qualité de président de la délégation des barreaux de France, le concours également du bâtonnier du barreau francophone et germanophone de Bruxelles, eh bien, a constitué la base. Il y a eu un mandat donné de dire à tout le monde, à toutes les institutions européennes, de dire « nous voulons maintenir cette spécificité ». Non pas du tout dans un esprit corporatiste, nous l'avons fait pour précisément que l'on préserve dans l'intérêt de nos clients publics les spécificités, nos qualités d'indépendance, notre professionnalisme, et que ces qualités, justement, ne soient pas dégradées, diluées à la faveur d'une banalisation. Je dois dire, parce que maintenant, cette directive a fait l'objet d'un trilogue, qu'elle ne sera, je crois, soumise au vote du Parlement qu'au mois de novembre prochain, mais il apparaît, soyons prudents, que notre position, telle que, justement, approuvée à l'unanimité par le Conseil des barreaux européens le 30 mars 2012, que cette position, que cette défense de la profession a été entendue. Soyons prudents, mais je pense que nous sommes sur la bonne voie. Maintenant, la bonne voie, pourquoi faire? Alors, très simplement, nous avons la nécessité de concilier notre déontologie au droit de la commande publique dans cet ordre ou dans l'autre sens. La déontologie, il ne m'appartient pas ici d'en parler, me semble être le socle commun de notre profession. En revanche, l'exercice du droit de la commande publique, l'impact du droit de la commande publique sur nos pratiques professionnelles et sur la condition même de l'avocat pose problème. Pose problème au stade, j'allais dire, tant de la structuration de la candidature et de l'offre qu'au stade de la contrariété presque, j'allais dire, structurelle entre une logique de marché public, logique d'ordre unilatéral, et, encore une fois, la possibilité pour les avocats, voire le devoir, de conserver leur indépendance. De façon très concrète, nous avons des sujets au stade de la candidature et de l'offre qui se posent. Peut-on co-traiter? Peut-on sous-traiter? Ce sont des sujets, je me garderai bien de trancher, et puis je crois que nos éminents collègues et confrères et intervenants vont permettre, je pense, de traiter de cette question très importante. Pourquoi? Parce que, justement, la profession d'avocat est spécifique. Donc, ces thématiques de co-traitance et de sous-traitance, elles sont posées. Ensuite, au stade de l'exécution du contrat, n'oublions pas qu'il y a, effectivement, le pouvoir adjudicateur est investi de prérogatives unilatérales qui lui permettent, notamment, d'obliger, par exemple, le principe de l'exécution forcée, les pénalités, dont nous parlions tout à l'heure. Donc, ces éléments-là, portent tendanciellement atteinte à cette relation. Alors, je pense, de façon très simple,
que les nouveaux termes de la directive ouvriront un nouveau champ en faveur de l'équilibre entre les logiques du droit de la commande publique et les logiques irréductibles qui garantissent la spécificité de l'avocat. Je dois dire, pour conclure à ce point, que ce vade-mecum constitue, dans mon esprit, très modestement, et sous votre contrôle, cher Président, la première étape. C'est l'étape du volet pédagogique. Elle est conçue, ce vade-mecum est conçu pour être sans doute poursuivi, approfondi par très concrètement un volet actif, à savoir comment concrètement nous pouvons, avocats, le cas échéant avec d'autres professionnels du droit ou ailleurs, constituer des consortiums afin d'avoir la taille critique et les spécialités requises pour prétendre à l'attribution soit des appels d'offres, soit de participer aux appels à proposition. Donc, ce point-là est la logique, la traduction logique de ce vade-mecum, qui, bien sûr, sera actualisé, mais qui est, encore une fois, conçu pour permettre à l'ensemble des confrères de disposer d'un outil et que cet outil, surtout, soit conçu pour être un outil actif. Voilà, cher Président, chers amis, ce que je voulais exposer pour la présentation de ce vade-mecum.